L'identité a-t-elle le pouvoir de nous diviser ou de nous unir? L'identité, c'est ce que nous sommes, notre individualité, ce qui nous rend uniques. Mais elle est également forgée dans notre passé, nos racines, et en cela, elle nous rattache à une culture, une religion, une nation, à un genre ou à un quartier. Elle peut nous unir à ceux qui partagent cette identité, ou nous séparer de ceux qui ne la partagent pas. La France est bien meilleure, donc 3-0. 3-0. Normal. À la fin du XXe siècle, alors que le nombre de conflits et leur intensité diminuaient à travers le monde, certains, comme Francis Fukuyama, espéraient que l'on parviendrait à une fin de l'histoire marquée par le triomphe d'un modèle libéral et démocratique. Mais Samuel Huntington avertissait déjà, les conflits au XXIe siècle ne seront plus idéologiques, mais civilisationnels. Il identifie 8 grandes civilisations marquées par des cultures et religions différentes. Selon lui, ces autres civilisations pourraient rejeter les valeurs occidentales et revendiquer leurs propres identités. Le 11 septembre 2001 et les événements qui suivent semblent confirmer son propos. Au Moyen-Orient, des mouvements radicaux s'opposent à l'occidentalisation progressive de la région et souhaitent, armes à la main, le retour à une charia conservatrice, l'application de lois issues de l'interprétation du Coran et des hadiths. Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, Al-Shabaab, Jemaah Islamaya et beaucoup d'autres combattent afin d'établir des califats dans leurs régions respectives. D'autres mouvements religieux font également de la foi un prétexte à la violence, tels les nationalistes hindous en Inde et les mouvements juifs ultranationalistes, les Heva et Kash en Israël, ce dernier étant même interdit depuis 1994. Ce contre-coup identitaire se ressent ailleurs dans le monde. En Russie, Vladimir Poutine prône un retour aux valeurs traditionnelles russes centrées sur l'Église orthodoxe, le patriotisme et l'histoire. Une histoire qui intégrerait une grande partie de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Biélorussie et même des pays baltes à l'intérieur d'une même ère civilisationnelle russe. En Chine, alors que de nombreux experts pensaient que le développement économique conduirait forcément au triomphe d'un modèle démocratique et libéral, le gouvernement de Xi Jinping intensifie au contraire la promotion du socialisme aux caractéristiques chinoises. Un modèle qui renforce le contrôle du Parti communiste sur tous les aspects de la société, tout en promouvant un nationalisme croissant. Les minorités qui ne rentrent pas dans ce cadre doivent être rééduquées. Nous étions assis toute la journée et on nous forçait à lire des livres opposés à notre religion. Dès 9 h du matin, il y avait des haut-parleurs qui diffusaient des chants communistes, de la propagande, et qui disaient que Mao Tse-tung était un grand chef. Mais on ne peut pas limiter les tensions identitaires au XXIe siècle au conflit entre des blocs civilisationnels qui s'opposent. D'une part, car les États ne forment pas des blocs culturels et religieux homogènes. Si 58% de la population des États-Unis provient d'Europe, 19% viennent d'Amérique latine, 14% sont afro-américaines et 6% ont des origines asiatiques. Cette diversité se vérifie dans un grand nombre de pays. D'autre part, les conflits identitaires ne se résument pas à des conflits civilisationnels ou religieux. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. Ainsi, des groupes marginalisés ou minoritaires, tels les femmes, les homosexuels et les transsexuels, peuvent entrer en conflit avec des groupes conservateurs attachés aux valeurs traditionnelles. Après tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, en termes d'attaques, de propos les plus vils et tout, ce soir on va laisser ça de côté, on n'oublie pas. L'essayiste David Goodhart considère quant à lui que les principales tensions politiques en Occident opposent désormais les gens de quelque part aux gens de nulle part. Les gens de quelque part seraient ancrés dans des communautés locales avec un fort attachement à leur région, leur culture et leurs traditions. Ils sont peu mobiles et considèrent que la mondialisation et l'immigration ont dégradé leurs conditions de vie. Les gens de nulle part, eux, résident surtout dans les grandes métropoles, seraient détachés de leurs racines locales et nationales et particulièrement à l'aise avec la mondialisation dont ils seraient les principaux bénéficiaires.
Ces nouvelles oppositions peuvent expliquer le Brexit au Royaume-Uni, le mouvement des Gilets jaunes en France ou la montée d'une droite nationaliste à travers l'Europe et aux États-Unis. Pour triompher dans ces conflits identitaires, de nouvelles violences culturelles apparaissent, en particulier sur les réseaux sociaux. Ainsi, la Russie finance largement des médias comme Sputnik et Russia Today pour produire et diffuser sa propagande et sa déformation à travers le monde. Des fermes à trolls, comme The Internet Research Agency, permettent d'influencer l'opinion publique des sociétés occidentales afin de favoriser des personnalités politiques plus proches de l'idéologie du Kremlin, ou pour défendre son attaque contre l'Ukraine. Le cyberharcèlement, employé massivement par certains groupes identitaires contre d'autres, permet de les réduire au silence ou normaliser la violence. Une fois la haine banalisée sur les réseaux, elle peut s'introduire dans le monde physique. Le récent retour de violences ethniques et religieuses en Éthiopie, en Inde, au Myanmar, fut précédé d'une multiplication des messages de haine sur les réseaux. Les algorithmes des réseaux sociaux contribuent à ces violences, en sélectionnant des informations susceptibles d'intéresser leurs utilisateurs en fonction de leurs préférences et de leurs croyances, et limitent l'exposition des individus à des perspectives divergentes, les enfermant dans une bulle de contenu homogène qui contribue à fixer leur identité et radicaliser leur rejet d'autrui. Pourtant, les identités ne sont pas des causes inévitables de conflits. Puisque chaque être humain porte en lui une constellation d'identités, il est toujours possible de trouver des points communs avec les autres ou de partager nos différences. Les travaux de Samuel Huntington sont d'ailleurs très critiqués, car ils font des différences culturelles les causes directes des violences, alors que celles-ci naissent généralement de facteurs économiques et politiques. L'identité serait davantage, pour les dirigeants de ces groupes, un outil de recrutement et un moyen de justifier leurs agissements. Comme le note Amartya Sen dans Identité et violence, l'illusion du destin, c'est la simplification des identités et leur manipulation qui conduisent aux tensions et aux violences. La lutte contre la propagande et la désinformation et la création de véritables espaces publics de débat et de discussion seraient les premiers pas vers l'apaisement de ces violences.